Bonjour à tous, bienvenue à notre désormais traditionnel rendez-vous de renforcement de capacité sur un sujet, sur un certain nombre de thématiques de santé publique. Je tiens à m'excuser au nom du docteur Issou, qui devait présider la session d'aujourd'hui, mais au vu des urgences, elle est retenue dans une autre activité. Nous allons, comme cela a été prévu et annoncé, avoir cet après-midi 3 orateurs à qui je laisserai le soin de se présenter et 2 experts sur une problématique, une activité qui suscite beaucoup d'intérêt pendant que nous sommes en train de préparer ou de répondre à la Mpox. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Dr Bilunga, Dr Jade et Madame Etoga pour se présenter avant la présentation des experts. Merci. Dr Bilunga, vous avez la parole. M'entendez? On vous Bonjour. attend, Dr Bilunga. Ok, d'accord, merci. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à ce webinaire en tant qu'orateur. Je suis honorée. Je suis Chanceline Bilunga Ndongo, médecin de santé publique. Je suis le chef service de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé au Cameroun. Et pour la gestion de l'incident Mpox, je suis en charge de l'unité suivi des contacts. Merci à vous. Merci, docteur. Docteur Jade. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Dr Jade Kabea. Je suis médecin épidémiologiste à l'OMS basé au Sud Kivu. Je suis en charge de la surveillance épidémiologique des maladies et également comme responsable des opérations sur la réponse monkeypox. Merci. Merci. Docteur Ngono. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Dorine Gono, je suis médecin épidémiologiste. Je travaille pour le programme des urgences à l'OMS Cameroun, spécifiquement en charge des questions de surveillance épidémiologique. Merci. Merci. Docteur Makala. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis docteur Makakala. Je pense que vous me voyez, mais les caméras ne s'affichent pas. On vous voit, docteur. Merci. Je suis à l'OMS, Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Je travaille avec l'OMS comme chargé des urgences, mais actuellement dans le cadre de la réponse Mpox, je fais les fils, j'ai fait l'office de FILCO, le coordonnateur des terrains, pour coordonner la réponse Mpox dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à l'équipe congolaise pour ce partage d'expérience. Merci de participer à cette activité. Et nous allons commencer effectivement les présentations. Moi, je suis le docteur Mandena Dia, épidémiologiste de terrain.
et chef de la section opération dans le cadre de la réponse comme le Mpox au Cameroun. Le docteur Etoga étant absente, nous allons commencer par le partage d'expérience sur le suivi de contact qui sera fait par le docteur Jade. Docteur Jade, vous avez la parole. Merci. Voilà. Merci, docteur Nadia, pour la parole qui nous a été accordée. Donc, nous allons, chers collègues, partager l'expérience du Sud Kivu en République démocratique du Congo sur l'expérience autour de suivi de contact. Docteur Nadia, est-ce qu'on peut partager la présentation? Monsieur Maïdé, s'il vous plaît, partagez la présentation. Voilà, donc je pense Monsieur que... Maïdé, s'il vous plaît. Voilà, donc rapidement, comme vous pouvez le voir à la présentation, voilà, donc nous allons vous présenter un peu le contexte de Mpox ici en République démocratique du Congo. Il faut noter que en RDC, c'est depuis 1970 que le premier cas de variole simienne, communément appelé actuellement Mpox, a été détecté. Mais pour être focus sur l'expérience du terrain, le contexte au Sud Kivu où on se trouve actuellement, qui est l'une des provinces, des 26 provinces en République démocratique du Congo, il faut noter qu'à la semaine épidémiologique 39 de l'année passée, c'est alors qu'on avait notifié le premier cas autour duquel nous avions mené toutes les actions de santé publique. Et à ce jour, jusqu'à la semaine 37 de cette année, vous pouvez constater que nous sommes à 70, donc 7098 cas suspects avec 37 décès, donc un taux de létalité de 0,55%. Alors, il faut noter quand même que la zone de santé autour de Kamituga, qui est l'une des 34 zones de santé au Sud Kivu, c'est la zone de santé qui avait notifié plus de cas et qui était l'épicentre. Et actuellement, nous sommes passés de cette zone de santé de Kamituga à pratiquement 32 zones de santé affectées sur les 34 zones de santé. Alors, nous allons prendre la définition de cas en République démocratique du Congo pour faire focus sur le suivi des contacts. Alors, pour la définition de cas ici, nous est rapporté pour un cas suspect, c'est toute personne qui présente la fièvre élevée et cette fièvre qui est d'apparition brutale. Et ensuite, il y a apparition des vésicules. Donc, il y a pratiquement cette symptomatologie au niveau dermatologique qui se manifeste. Mais la prédominance est au niveau facial et puis c'est présente au niveau des paumes de main, de la plante des pieds et puis une présence d'au moins 5 cicatrices de type variolique. Mais il faut noter qu'avec l'expérience du terrain, nous avons remarqué que l'apparition des vésicules commence actuellement au niveau des organes génitaux. Et donc, vous allez remarquer que la plupart des patients ont déjà ces débuts de symptômes ou des manifestations cutanées au niveau des organes génitaux qui visiblement ne sont pas sur les autres parties du corps. Et donc, même l'approche de détection, l'approche
dans la recherche active de cas, nous avons pu mettre en place d'autres stratégies pour pouvoir identifier les cas. Alors, le contact, c'est qui? Le contact ici, c'est toute personne qui n'a pas de symptômes, mais qui a été en contact physique avec un cas au stade infectieux ou avec des liquides biologiques d'un cas au cours des 3 dernières semaines. Donc ici, on parle des sécrétions cutanées, buccales, la toux, et puis les urines, les selles, vomissures. Alors ici, vous allez remarquer, la nuance, c'est qu'on ne parle pas forcément d'un cas qui a été en contact avec un cas confirmé. Donc déjà, on parle d'un cas au stade infectieux. Ça veut dire déjà que même si le cas n'est pas confirmé au laboratoire, mais déjà le fait d'avoir été en contact physique avec un cas suspect au stade infectieux, nous les considérons comme des contacts. Et ça nous a permis quand même de pouvoir lister suffisamment de contacts. On les verra dans la suite. Alors, pour la suite, le dia suivant, nous allons voir maintenant l'approche, comment est-ce que nous avons procédé au suivi de contacts. Et ici, nous allons vous donner un cas échéant d'une des zones de santé, pour ne pas parler de manière globale. Nous sommes dans la zone de santé de Nyangezi. Nyangezi, particulièrement la cité de Kamanyola, et c'est une zone de santé qui a un contexte qui partage ses frontières avec 2 pays voisins, notamment le Rwanda et le Burundi. Et donc, il y a ce contexte-là transfrontalier où il fallait qu'on puisse renforcer les activités pour éviter la transmission transfrontalière. Alors, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Concrètement, nous avons identifié des agents communautaires. Ces agents communautaires, nous les appelons le relais communautaire. C'est tout un réseau et nous les avons formés. Nous avons formé ces groupes de relais communautaires. Initialement, nous étions partis sur un échantillon des 50 relais communautaires à Nyangezi. Alors, qu'est-ce que nous avons formé sur les différents protocoles de suivi de contact, la définition communautaire des cas, et nous avons pu rendre disponibles les outils de rapportage journalier par rapport aux contacts qui seront suivis, qui ont été suivis au niveau de Nyangezi. Alors, les contacts qui ont été suivis, mais déjà, nous avons en même temps, pour chaque cas suspect, arrivé au stade infectieux, nous procédions au listage de contacts. Donc, même lorsque nous prélevons l'échantillon du cas, nous envoyons au laboratoire pour l'analyse biologique, pour la confirmation au laboratoire, mais déjà nous procédons au listage des contacts tout en tenant compte de la définition des cas communautaires tels que je l'ai mentionné au début de ma présentation. Et déjà ça nous permettait d'avoir une liste des contacts à suivre avec les relais communautaires. Liste linéaire dans la liste descriptive de tous les cas qui ont été notifiés. Et sur base de cette liste linéaire, nous faisons une analyse approfondie pour identifier les aires de santé les plus affectées. Donc, les zones de santé, je pense que peut-être au Cameroun, on parlerait des districts sanitaires dont les zones de santé sont réparties en aires de santé. Et Nyangezi comprend pratiquement 15 aires de santé. Alors, nous avons identifié 6 aires de santé les plus affectées sur les 15 aires de santé. Et dans les 6 aires de santé, ce sont des aires de santé voisines aux pays limitrophes, comme je l'ai mentionné, le Rwanda et le Burundi. Et donc, il fallait renforcer les actions, le suivi de contact autour de ces aires de santé initialement. Alors, nous avons identifié ces récos, formés, nous avons rendu disponibles les outils dont j'ai mentionné tout à l'heure. Et dans la stratégie, c'est que nous faisons le mapping, nous avons fait le mapping du cas. À partir du mapping du cas que nous avons, ça nous permettait de lister le maximum des contacts. Et là, vous avez également une liste linéaire de tous les contacts à suivre. Alors, troisième chose, c'est que nous répartissions
maintenant les contacts, on répartit les contacts par relais communautaire. Donc, la moyenne, c'est que un relais communautaire suit en moyenne 20 contacts listés. Donc, il y a l'infirmier titulaire qui coordonne ou qui est le responsable de la surveillance au niveau communautaire, au niveau de son aire de santé. Et lui, il a la liste de tous les contacts listés. Il a la liste des relais communautaires. Chaque matin, avant les déploiements, il remet à chaque relais communautaire le nombre des récos, à chaque réco, le nombre des contacts qu'il devra suivre. Et chaque contact a sa fiche de suivi individuel. Alors, et sur la fiche de suivi individuel, nous allons voir dans les diapos suivants, c'est que vous avez le nombre de jours selon l'incubation. Donc, ils ont 21 jours de suivi. Et chaque relais communautaire a une fiche par contact pour les suivre. Et chaque réco ayant sa fiche de suivi de contact individuel, nous lui donnons également le thermoflash. Nous donnons également évidemment les autres outils, le stylo, un carnet et puis la définition communautaire de cas Mpox. Donc ça, c'est ce qui avait été qui est fait sur terrain et donc nous suivons cela de cette manière-là. Et chaque contact est suivi dans les 21 jours. Il rentre dans une, comme on le dit, dans une cohorte. Donc pendant les 21 jours, nous avons deux approches de suivi de ce contact-là. Soit il y a des visites à domicile qui sont organisées. Donc, les relais communautaires réalisent des visites à domicile pour pouvoir suivre les contacts. Ils vont prélever la température, ils vont également procéder à des petits interrogatoires, questionnements pour savoir si ils ont des petits changements par rapport à leur état de santé ou s'il y a d'apparition des symptômes. Et ça leur permet de cocher sur la fiche. Mais il peut arriver aussi que les récos ne s'est pas déplacés, ils appellent par téléphone. Et donc, nous rendons également disponibles des crédits de communication aux différents réseaux des relais communautaires pour leur permettre également de rentrer en contact avec le contact qui est sous dans leur cohorte de suivi. Alors, en fin de journée, chaque réco revient vers l'infirmier titulaire, comme je l'ai dit, c'est le chef ou le responsable de la surveillance dans l'aire de santé. Ils reviennent, ils font rapport au chef de surveillance et lui, à son tour, il a la fiche synthèse de suivi des contacts. Donc, il compile toutes les données, les informations et ça nous permet de voir quel est le relais, quel est le contact qui a développé certainement des symptômes pendant le suivi de contact. Donc ça, c'est l'approche que nous sommes en train de mener des zones de santé. Alors, le prochain dia, nous avançons pour voir, voilà. Donc là, maintenant, au niveau le contact qui a été suivi a réellement évolué de quelle manière. Il a également sa fiche de synthèse de suivi de contact, comme je l'ai mentionné, évidemment le stylo, le carnet, mais il a également du crédit de communication pour contacter les récos, les relais communautaires, afin de lui permettre de voir comment est-ce que les suivis de contact se réalisent au niveau de la communauté. Ça lui permet en tant que superviseur des relais communautaires de suivre l'activité et de se rassurer que tous les contacts sont réellement suivis et qu'on n'a pas de contacts perdus de vue. Vous pouvez voir à côté, donc à ma droite, vous avez un peu un modèle Excel de cette fiche-là qui nous présente un peu quelques indicateurs qui nous permettent de suivre les contacts journalièrement. Nous avons donc d'abord, vous avez la date de premier suivi, donc c'est-à-dire le premier jour où on commence le suivi du contact et la date de dernier suivi. Il peut arriver que le contact soit rentré à X date et
pendant le suivi, si le contact développe des symptômes, en ce moment, il devient suspect, on le retire de la cohorte et on marque la date du dernier jour de suivi et immédiatement, il y a d'autres actions qui suivent par rapport à lui. Également, l'infirmier titulaire, quand il finalise de compiler les données de chaque contact avec la fiche synthèse, et lui aussi, à son niveau, il partage les données à la coordination zonale de la réponse. Parce que la réponse est au niveau de district sanitaire, donc au niveau des zones de santé. Donc, la réponse a vraiment été décentralisée pour que les zones de santé, les districts sanitaires, soient en mesure de coordonner la réponse et le niveau intermédiaire, donc le niveau provincial, ne fait qu'accompagner la réponse quand il y a des difficultés. Et vous avez également un modèle du rapport synthèse de contact suivi dans les zones de santé. Alors, ce modèle, c'est le rapport que l'infirmier titulaire va renvoyer au niveau de la coordination zonale, donc de la coordination du district sanitaire. Il doit dire combien des contacts ont été listés dans la journée. Il doit mentionner, il nous mentionne les contacts qui sont réellement suivis. Et nous suivons ça de près pour savoir si les contacts ont été listés autant, combien de contacts ont été suivis et quels sont les contacts qui n'ont pas été vus. Et il nous partage la liste des contacts qui n'ont pas été vus. Si ce sont des contacts qui se sont déplacés de Nyangezi, immédiatement la coordination provinciale va essayer de voir au niveau des services, des agents opérationnels de frontières, si le contact est passé par là ou pas, et communiquer avec le pays voisin ou les provinces voisines. Et si un contact devient suspect, immédiatement, on le retire de la cohorte et on le prend en charge normalement. Et il nous renseigne aussi sur les contacts qui ont suivi tous les 21 jours et qui sortent de la cohorte. Dans le prochain dia, nous allons également voir la suite des actions autour des contacts. Alors, donc voilà un peu, ça c'est de manière vraiment résumée et opérationnelle, comment les contacts évoluent. Nous voulions aussi présenter quand même les résultats et les défis que nous rencontrons au niveau de la mise en œuvre de la stratégie. D'abord, par rapport aux résultats, il y a tout un tableau où on a présenté. Nous nous sommes rendus compte que grâce à cette approche, au niveau de Nyangezi, par exemple, nous sommes arrivés à lister par semaine, nous sommes arrivés déjà à lister autour de 3000 contacts. Et déjà, 3000 contacts, vous imaginez que la charge du travail est déjà assez importante. Alors, en suivant les différents contacts qui deviennent des suspects. Donc, immédiatement, ça nous permet d'anticiper les actions de santé publique et nous coupons rapidement la chaîne de transmission au niveau communautaire. Et ces contacts-là qui deviennent suspects, ils sont immédiatement pris en charge au niveau des établissements de soins et aussi ils sont prélevés immédiatement et nous envoyons au laboratoire pour l'analyse. Alors, les grands défis que nous rencontrions, c'est que si vous avez une forte notification des cas, comme à Nyangezi, où nous avons une moyenne de 80 à 100 cas par semaine, ça veut dire que si nous arrivons à lister une moyenne de 20 contacts par cas, ça veut dire déjà nous sommes autour de 1600 pratiquement dans les 1600 ou voire même autour de 3000 contacts que nous suivons. Et le grand défi ici, c'est que plus nous avons un nombre important de contacts que nous suivons à Nyangezi, il est capital de renforcer le nombre des relais communautaires pour avoir suffisamment des équipes sur terrain pouvant faire cette activité. Mais deux fois, les ressources font défaut, ça il faut le dire. Quand les ressources financières font défaut et ça peut des fois mettre en mal l'approche ou la stratégie
et vous risquez d'avoir des contacts qui ne sont peut-être pas suivis régulièrement, mais avec les récords qui ont un nombre suffisant, vous allez voir qu'ils peuvent bien suivre tous les contacts. Alors, si maintenant vous avez un nombre important de contacts, nous avons remarqué qu'au lieu qu'un réco garde 20 contacts, nous lui avons augmenté, par exemple, 10 autres ou 15 contacts. Donc, à Nyangezi, deux fois, il est arrivé que le réco suive 15 contacts et 35 contacts, je voulais dire. Et ce qui fait que pour certains contacts, il procède au suivi par téléphone et pour permettre. Donc, ce sont là quand même quelques défis que nous avons pu relever au niveau du terrain. Voilà un peu, chers collègues, en quelques mots, ce qu'on pouvait dire par rapport à l'expérience que nous avons mis en place par rapport à cette approche de suivi des contacts. J'ai dit et je vous remercie. Au revoir. Merci, docteur. Merci pour cet échange. Merci pour cette excellente présentation qui nous a donné l'impression d'être au Congo avec vous et de faire le suivi de contact avec vous. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la présentation du standard avec le docteur Bilunga Chanceline. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de nous passer la parole. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend, docteur. Si l'équipe technique peut partager la présentation, ou bien je vais le faire. OK. Donc, je ne vais pas partager le standard parce que Dr. Jacques vient de nous partager l'expérience. Il y a ce qui est écrit, mais c'est bien quand on met en pratique et après on partage cela. Donc, nous avons beaucoup à apprendre de la RDC et tout ce qui a été dit nous conforte avec ce que nous avons élaboré et que nous proposons pour le suivi des contacts de Mpox au Cameroun. Aussi, de façon ramassée, étant donné que nous devons parler de la procédure opérationnelle standard qui consiste à dire qui fait quoi, quand, comment, où et avec quoi, nous proposons dans le plan ci-après. Pourquoi est-ce que nous devons faire le suivi des contacts? Quand est-ce qu'il faut le faire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Et quels sont les indicateurs et les ressources pour nous permettre d'assurer un bon suivi des contacts. Ce qui est bien, c'est qu'avec le docteur Jacques Diapositif, il y a des définitions qui sont revenues, mais il est important qu'on se dise d'abord quel est le but ou bien l'objectif de faire le suivi des contacts. En gros, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas. Et pour que la maladie ne se propage pas, il faut couper la chaîne de transmission, c'est-à-dire isoler la personne potentiellement porteuse du virus des personnes susceptibles de tomber malades. Il sera donc question de faire le listing de toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade de Mpox, comme on l'a dit, ou alors la personne qui a présenté des symptômes, même si le diagnostic n'a pas pu être posé, ce que nous appelons les cas probables. Cela a déjà été dit. Et le suivi de contact permet de détecter précocement la survenue de la maladie et isoler la personne suspecte afin que la maladie ne se propage pas davantage. Ça, c'est pour nous, les opérationnels de santé publique. Mais le suivi de contact permet aussi que la personne contact soit consciente de son exposition et qu'elle est susceptible de faire la maladie, que la personne contact sache qu'il y a des axes sources d'une potentielle flambée de cas autour d'elle, mais que la personne contact sache également que elle doit se surveiller elle-même, être capable de détecter précocement la survenue de
tout symptôme ou tout signe pouvant faire penser à la maladie. Et cette personne saurait également quoi faire si ces symptômes-là arrivent et surtout la compliance des personnes contacts à collaborer donc avec les entités de santé. Donc, peut-être c'est un challenge que la RDC a eu à évoquer, mais il est important de leur montrer la nécessité de faire le suivi de contact lorsqu'on a des cas de Mpox qui circulent dans la communauté. Diapositive, s'il vous plaît. Quand est-ce que nous devons faire le suivi de contact? Je suis contente, Dr. Jad m'a ajouté un peu de temps parce qu'il a déjà défini ce qu'on entend par personne contact. Mais il faut dire que les nouvelles recommandations de l'OMS prennent le contact à partir de 4 jours avant la survenue des symptômes chez la personne malade. Donc, il y a une phase pré-symptomatique où le cas est déjà capable de transmettre la maladie. Nous avons rappelé là ce que nous entendons par cas probable ou cas confirmé. On va passer, diapositive. Mais toute personne ayant été en contact avec un cas probable ou un cas confirmé constitue donc ce qu'on appelle les personnes contacts de Mpox. Et maintenant, devant ces personnes contacts de Mpox là, il est essentiel de faire la classification des risques pour savoir à quel niveau se situe notre contact. Cela a été valable pour COVID et ça reste valable pour Mpox, où on a des contacts à haut risque, des contacts à risque modéré et à risque faible. Et on parle de contact à haut risque lorsque vraiment la personne a été en contact avec un cas confirmé, mais ce contact-là était vraiment du fait de l'exposition à des lésions cutanées, les fluides corporels, peut-être lors d'un rapport sexuel ou lorsque la maman allaitait son enfant, ou alors lorsqu'il y a des rapports très contigus dans des milieux de promiscuité, comme les foyers ou les prisons. Et maintenant, on va parler de contact modéré. Lorsque c'est beaucoup plus, lorsque les conditions de contact commencent à ne plus être très serrées, donc peut-être vous avez été assis dans un moyen de transport avec une personne qui faisait la maladie côte à côte, mais il y a quand même une durée de temps qui a permis que la transmission puisse se faire, ou alors lorsque vous partagez un espace de travail pendant de longues périodes. Et enfin, on va parler du risque faible lorsque vraiment en termes de contact, c'est pas si étroit que ce soit, mais vous vivez dans le même espace que la personne qui a été atteinte de la maladie. Diapositive, s'il vous plaît. Je m'excuse pour les bureaux en fond sonore. Je suis dans une formation, j'ai dû sortir. Donc maintenant, pour le suivi, lorsque nous avons classé nos cas, nous faisons ce qu'on appelle le suivi passif ou le suivi actif. Et on va dire que le suivi est passif vraiment pour les contacts à risque faible ou modéré. Et là, c'est le cas lui-même qui est chargé de prendre sa température et les agents de santé communautaire vont se charger de l'appeler pour savoir si cela a été fait ou bien s'il y a la survenue des symptômes. Maintenant, pour les cas à haut risque, là, le suivi est actif. Il se fait en présentiel, pas des visites à domicile, où l'agent de santé communautaire doit aller de façon journalière dans le domicile du cas, collecter les informations nécessaires, être sûr que la personne ne présente pas des symptômes. Diapo, s'il vous plaît. Très bien. Voici un algorithme que nous avons adapté de celui qui avait été proposé pour le suivi des cas de COVID, le suivi des contacts. Donc, devant un cas confirmé, comme on l'a dit, il y a des investigations qui sont menées par l'équipe cadre du district de façon idéale, comme cela a été mentionné tout à l'heure.
Et durant l'investigation, on fait le listage des contacts. Lister les contacts et la classification pour savoir à quel risque ils appartiennent. Et lorsqu'on a listé le contact, on fait donc le suivi pendant 21 jours. Qu'il soit passif ou actif, c'est pendant 21 jours. Maintenant, si durant ce suivi-là, il y a eu apparition des cas, vous voyez que la personne devient une personne suspecte. Maintenant, si durant le suivi, il n'y a pas apparition des cas, après 21 jours, la personne va sortir de la cohorte si c'était un risque faible ou modéré. Maintenant, pour les personnes à haut risque, nous proposons, après 21 jours, qu'il y ait un test de laboratoire pour déclarer la personne négative avant d'autoriser la sortie. Mais si d'aventure elle devient positive, on va recommencer le cycle et lister les constats. C'est pour ça, diapositive, qu'il est important, lorsqu'on fait le suivi de contact, que ces personnes contactent elles-mêmes là. Bon, on va passer, on a déjà parlé de ça, que ces personnes adoptent des comportements qui empêchent la propagation de la maladie ou bien la contamination avec les autres. Donc, ces outils vous ont été présentés. En regardant celui de la RDC, je me rends compte que ici, c'est la liste linéaire. Donc, nous avons la liste linéaire des cas avec le suivi sur 21 jours. Je n'ai pas présenté la fiche individuelle, mais effectivement, la fiche individuelle a donc les informations démographiques et tout, mais surtout, les différents symptômes qui pourraient survenir. J'en ai profité pour ajouter la définition des cas suspects pour dire exactement ce qu'on cherche lorsqu'on fait le suivi de contact. Donc, on précise quel est le type de contact qu'il y a eu et après, est-ce que finalement la personne a été suivie? Est-ce qu'elle est suivie, elle est sortie de la cohorte ou bien alors finalement elle est devenue un cas? Diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, cela a été dit, le suivi des cas de Mpox, il est quotidien par appel téléphonique ou visite selon le risque. Pour le moment, au Cameroun, avec la petite expérience, nous proposons un agent de santé communautaire ou ce qu'on appelle un tracé à ce moment-là pour 5 à 10 contacts avec un superviseur de proximité qui va donc se charger de compiler les données des agents de santé communautaire. Et comme à RDC, ça sera le chef de l'aire qui, lui, va compiler les données avant d'envoyer au district. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, il est important aussi de dire que lorsqu'on fait le suivi des contacts, il faut que ces contacts adoptent des mesures qui évitent la contamination ou aussi la transmission de la maladie en termes de respect des mesures de prévention telles que l'hygiène des mains, l'hygiène sexuelle, l'hygiène respiratoire, qu'elle elle-même surveille ses symptômes, ne fasse pas de don de sang, mais soit capable d'alerter l'agent de santé communautaire ou aller dans la formation sanitaire la plus proche si des symptômes apparaissent, éviter aussi des voyages, ça c'est valable pour tous les cas, mais on insiste pour les contacts à haut risque, vraiment de porter systématiquement un masque par exemple, d'éviter tout contact sexuel. Les autres peuvent utiliser des préservatifs, mais eux, ils doivent éviter les contacts sexuels et faire donc une surveillance active de leurs symptômes. Diapositive. Maintenant, nous allons vers la fin. Cela a été bien présenté. Voici les indicateurs que nous avons adaptés de COVID et nous pensons qu'ils sont valables également pour Mpox. Idéalement, on doit suivre 100% de nos contacts. On doit avoir moins de 1% de taux de perdu de vue. On doit aussi avoir le pourcentage des personnes contacts devenues cas confirmés, comme j'ai vu une question dans le chat.
Mais il faut dire que ici, actuellement au Cameroun, nous n'avons pas de données de suivi de contact à présenter de façon harmonisée parce que ce n'était pas une activité, bien que dans nos directives, ce n'était pas assez suivi. Donc, le challenge maintenant, c'est de pouvoir faire un bon suivi de cas et on espère que lors d'un prochain webinaire, on pourra donc vous présenter les données comme cela a été le cas et peut-être aussi estimer quelle sera notre moyenne de contact par cas confirmé. Donc, je pense que nous sommes à la dernière diapositive. Bien évidemment, il faut des ressources pour le faire, comme cela a été dit. Les agents de santé communautaire que nous devons former et briefer davantage, les superviseurs qui doivent être les chefs des heures, les points focaux des districts, et puis l'équipe régionale et l'équipe centrale pour la compilation des données. Nous sommes en train de faire des mobilisations des ressources pour pouvoir améliorer les conditions dont des agents de santé communautaires en termes de matériel de travail, les masques, les badges, les chasubles, et idéalement même un thermomètre par personne contact. Pourquoi pas? Donc voilà un peu présenter ce que nous proposons pour le suivi des contacts Mpox au Cameroun. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Bilonga. Merci de nous avoir présenté ce qui est fait au Cameroun sur cette activité qui n'est pas très connue. Donc, nous vous remercions encore une fois et merci pour cette présentation qui est réellement très opérationnelle. Nous allons passer à la présentation qui va être faite par un district de santé qui au Cameroun a eu dans un cas de Mpox confirmé. Docteur Otou, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Normalement, la présentation devait être faite par Madame Etoura, le bon focal surveillance du district de santé d'Indikinémé qui malheureusement a des soucis de connexion. Donc, nous allons aider en tant que bon focal surveillance au niveau régional. Diapo. Alors, notre plan de présentation est tel que vous le constatez et nous allons directement partir dans le développement. Diapo. Alors, comme objectif, il est question de décrire le matériel qui doit être utilisé pour le suivi des contacts, de présenter les stratégies de suivi qui sont adoptées et mettre en lumière les défis et les résultats que nous avons obtenus dans le district. Alors, le suivi des contacts de Mpox. S'il vous plaît, docteur, nous avons déjà eu cette présentation. Allez tout droit sur ce qui est nouveau dans votre présentation, s'il vous plaît. D'accord. Donc, alors, le contexte épidémiologique, le district de santé d'Indikinémé qui a notifié un cas suspect de Mpox à la 36e semaine, donc au 4 septembre. L'équipe de IR du district de santé s'est mobilisée pour une investigation préliminaire, notamment avec le roche et l'isolement du cas au niveau de l'hôpital des districts. Et le prélèvement a été fait le 5 septembre et l'échantillon acheminé au CPC pour analyse. Et nous avons eu un retour d'information de résultat qui était positif et ce qui a permis le travail de prendre directement son cours. Diapo. Alors, le suivi de contact, le rôle de suivi de contact, ça a permis de suivre directement les personnes qui étaient exposées au cas confirmé. Cela pour réduire le délai entre l'exposition et la détection et surtout assurer la surveillance précoce pour prévenir la propagation telle que le Dr Bilonga l'a dit. Nous avons utilisé les fiches de collecte, format papier numérique, les smartphones, tablettes pour un enregistrement systématique des contacts, l'équipe de protection individuelle et également nous avons utilisé l'équipe de prélèvement pour l'analyse, recueillir, conditionner, acheminer l'échantillon au niveau du laboratoire. Diapo.
Alors, comme identification des cas, il y a eu des interviews avec les cas confirmés et toutes les personnes ayant été en contact direct. Nous avons classifié les contacts par catégorie en fonction du niveau de risque, donc contact proche tel que Dr. l'a dit, familiaux ou alors professionnels. La notification et l'éducation, là, nous avons fait des sensibilisations des contacts aux risques et aux symptômes à surveiller et la surveillance qui est directement été mise sur pied de façon quotidienne, c'est pour le suivi de l'apparition des symptômes sur une période de 21 jours et la gestion des cas suspects qui consistait à l'isolement et dépistage rapide des contacts qui développent des symptômes. Diapo. Alors, nos challenges étaient entre autres par rapport aux principaux défis rencontrés, il y a le refus de coopération. Donc, c'est un personne qui refuse de soumettre au suivi par peur ou de méfiance. Nous avons également eu des difficultés logistiques et technologiques, zones très difficiles d'accès pour les infrastructures de communication. Les difficultés financières, impossible de garder le cas contact en isolement aux frais du district de santé. Et quelques solutions ont été envisagées, dont l'adaptation des stratégies, flexibilité de l'approche des contacts en renforçant la sensibilisation et la confiance via les leaders communautaires et le renforcement logistique, c'est-à-dire une meilleure planification des ressources matérielles en attribuant le matériel de communication adapté aux problèmes de réseau dans les aides santé enclavées du district de santé. Alors, comme analyse force, force, il y a eu une bonne collaboration entre le district et les agences de santé communautaires polyvalents, un dynamisme des points focaux surveillance des formations sanitaires, un accompagnement financier du chef du district et surtout la promptitude de l'équipe cadre du district pour l'investigation. Et comme faiblesse, nous avons enregistré l'absence des fiches d'investigation dans les FOSA malgré la distribution en copie électronique dans les différents forats WhatsApp, absence de remontée de la liste linéaire par les chefs de formation sanitaire, l'absence d'accompagnement externe par l'ordre de descente et comme opportunité, il y a l'accent qui est particulier sur certaines pathologies en consultation que nous avons demandé et la transmission des connaissances sur Mpox par l'équipe ministère qui a été déployée sur le terrain. Les menaces ici, il y a les pluies, pas de moyens logistiques dans le district, on n'a pas de véhicules là-bas, encore moins de motos facilement pour y aller. L'enclavement des routes, l'instabilité du réseau téléphonique qui engendre même l'absence du pont focal actuellement et l'absence du courant électrique et enfin l'insuffisance du matériel, les épis, diapos. Alors, en conclusion, le suivi des contacts est une stratégie essentielle pour continuer le Mpox, mais son succès dépend d'une bonne organisation, d'un matériel adapté et d'une sensibilisation efficace des contacts. Alors, comme recommandation, nous sollicitons vraiment la formation des agents de santé communautaire d'ici, la mise à disposition de teams modernes numériques de communication et de suivi rapide dans les 2 semaines, de mettre à disposition le matériel et puis dans le district de santé et de déployer le matériel logistique dans le district et disposer les fiches d'investigation, définition de cas en quantité pour pouvoir mettre à disposition dans tout le district de santé les formations sanitaires. Diapo. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de la présentation. On s'excuse, hein, et on est malade et on est obligé de pouvoir faire cette présentation pour la région du centre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Otto. Merci de nous avoir partagé également cette expérience, car elle permet de
de rappeler le rôle de l'engagement communautaire dans toutes les interventions que nous proposons aux populations. Merci beaucoup. Nous passons donc à la deuxième phase de notre activité, qui est celle des échanges, questions, amendements, avis. Nous allons commencer par demander s'il y a des inventions orales et Monsieur Maïdé nous fera le résumé des présentations, des questions qui ont été faites dans le chat. À chaque orateur de répondre lorsqu'il se sent interpellé. Merci. Nous commençons avec les questions orales. Et Monsieur Emmanuel. Bonjour, docteur. Je me présente, je suis professeur Emmanuel Bosso de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Alors, je vais commencer par féliciter déjà les présentateurs pour leur présentation et du fait qu'ils continuent au fil du temps à nous informer sur cette maladie nouvelle chez nous au Cameroun. Alors, j'apprécie déjà le fait qu'on ait demandé à quelqu'un qui vient de la RDC de présenter. Avec leur expérience, ça permet de potentialiser ce que nous, on a chez nous, parce qu'on a vu le nombre de cas et le nombre de personnes à risque là-bas. On voit que c'est quand même un autre monde et qu'on puisse bénéficier de leur expérience au niveau de la prise en charge et de la prévention. Alors, ma question concerne le dernier présentateur qui a parlé éventuellement d'un cas qu'on a répertorié, Andy Kiminiki. Alors, je voulais savoir si, après les investigations, est-ce qu'on a pu déterminer la source de la maladie? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des personnes à risque autour de cette personne? C'était ça ma question. Merci. Est-ce qu'on peut répondre directement, docteur? Allô? Madame la modératrice, est-ce qu'on peut répondre directement? Allô? Bah, je pense que si elle ne dit rien, tu peux répondre. Monsieur Otto, s'il vous plaît, allez-y et puis peut-être qu'on pourra compléter. Merci. D'accord. Déjà, il faut noter qu'effectivement, l'investigation a été faite et nous avons actuellement, sommes en train de constituer la liste linéaire qui va nous permettre évidemment d'établir tous les contacts du cas en question. Mais par rapport à votre question, nous préparons une investigation approfondie qui va donc permettre d'avoir toutes les informations concernant soit le lieu, soit comment est-ce que le cas a été contaminé. C'est ce que Dr Bilunga va ajouter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Otto. Merci beaucoup, professeur, pour votre intérêt. Il faut dire que jusqu'ici au Cameroun, lorsqu'on parle de la source d'infection avec le cycle de transmission de la maladie qu'on connaît venant des animaux, jusqu'ici au Cameroun, la source n'a pas été identifiée. C'est pour ça que lors de nos missions, on peut identifier le cas index dont la première personne a présenté les symptômes. Mais d'où est-ce que cette personne-là a pris la maladie? Jusqu'ici, on n'arrive pas encore à identifier cela. Et toutes nos missions d'investigation qui sont conduites actuellement sur le terrain se font avec des équipes multidisciplinaires, notamment la participation des personnels du ministère en charge de l'élevage, mais aussi le ministère de l'enseignement supérieur
Et les laboratoires, la dernière mission indique qu'il y avait le LANAVEC et le CRESA, par exemple, où ils font des pièges pour pouvoir capturer les animaux, ils font des prélèvements dans la nature pour pouvoir identifier le virus. Et peut-être ça nous dira quelle est la source. Merci. Maintenant, l'expérience de la RDC, peut-être Dr. Jade peut aussi partager. Oui, merci, hein. Donc, est-ce qu'on peut peut-être reprendre pour nous la question? On avait un petit souci de bien entendre. D'accord. La question, en fait, c'est de savoir si vous, en RDC, vous avez déjà pu identifier la source de Mpox chez vos cas. Non, c'est exactement comme au Cameroun, hein. Donc, on n'a pas vraiment identifié la source vraiment primaire de ce cas. Et donc, même lorsque nous menons les investigations et même quand on a fait la chaîne de transmission remontant même au cas index, mais on n'a pas pu jusqu'à présent identifier la vraie source de contamination. Et il faut noter qu'il y a plusieurs études en cours en ce moment et qui visent même à vraiment en mettre en évidence la source de contamination. On pense que dans les jours à venir, avec les publications, certainement, on pourra avoir une bonne réponse à cette question. Merci. Euh, S'il vous plaît, si je peux ajouter quelque chose, j'ai pas vraiment été convaincu par Oui, allez-y. la réponse du présentateur, parce que s'il dit que actuellement on est en train de se préparer pour faire des investigations, je pense que c'est quand même un problème de santé publique et que si on ne connaît pas encore la source et on a un cas qui est déjà avéré et on laisse le temps avant de faire des investigations. Entre-temps, je ne sais pas si la personne l'a contacté, peut-être une personne, le virus est en train de continuer de se propager. Donc moi, je me dis, on devait tout de suite engager les investigations, pas continuer à attendre pendant que le virus est en train d'avancer. Oui, pour ça, peut-être que c'est un souci de communication. Mais il faut dire qu'aussitôt qu'on a un cas suspect de Mpox, les investigations commencent. Les investigations commencent par ce qu'on appelle l'investigation préliminaire, qui est faite par l'équipe du district de santé où le prélèvement du cas est fait et les échantillons sont envoyés au Centre Pasteur du Cameroun. Maintenant, lorsque le cas est confirmé, il y a ce qu'on appelle donc une investigation approfondie. Pour le cas de Dikinemeki dont il est question, la mission d'investigation approfondie est descendue depuis la semaine dernière parce qu'on a aussi des indicateurs mondiaux que nous suivons en termes de, ça se dit le 717, donc quand est-ce qu'il faut détecter la maladie, quand il faut répondre, quand il faut investiguer. Ça, c'est des indicateurs que nous devons suivre et on fait tout pour que l'équipe descende avant que ces jours ou ces heures-là ne passent. Donc, il y a des investigations approfondies qui sont menées avec la difficulté parfois de ne pas avoir suffisamment les ressources logistiques. Malheureusement, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais nous avons des photos où Dikinemeki, où le cas est à la frontière avec Yabassi, et c'est en saison de pluvieuse. L'équipe a eu pas mal de soucis en termes de transport pour pouvoir y arriver, mais les investigations se font systématiquement. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Donc, c'est peut-être un souci de communication. La navette et les équipes en santé animale nous accompagnent. Nous espérons que cette fois-ci, avec leurs résultats, on pourra identifier la source, surtout que le clade 2 qui a été identifié dans la région du centre n'est pas ce qu'on attend souvent. La région du centre, souvent, nous présente le clade 1. Le centre, l'est, c'est le clade 1. L'ouest, le sud-ouest et le littoral, c'est le 2. Donc, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un passage de la souche du littoral vers le centre avec le brassage des populations? Mais comme on vous a dit, les équipes sont encore en cours. Et maintenant, peut-être l'autre information, c'est que l'un des objectifs de cette mission approfondie, c'était également d'interroger les populations et les personnels soignants sur leur acceptabilité en termes de vaccination, parce que les recommandations demandent de vacciner le personnel à risque, le personnel soignant et les contacts à haut risque. Le ministère de la Santé est en train de mobiliser
les vaccins dans ce sens. Mais avant que le vaccin n'arrive sur le terrain, il y a donc des enquêtes d'acceptabilité du vaccin qui sont menées afin d'identifier les différentes réticences et voir donc quelles seront les stratégies à adopter, que ce soit par le programme élargi de vaccination ou les équipes de réponse pour ne pas avoir donc une hésitation vaccinale. Donc, peut-être pour rester dans le webinaire, il y a des questions qui ont été adressées au docteur Jacques, notamment, est-ce que vous avez une idée depuis le suivi des contacts du pourcentage ou bien du taux de positivité ou bien du taux de, on va dire quoi, de conversion de contact à suspect? Ça, c'était une des questions. Il y a aussi Nelly Kamgen qui demandait si le rapport de synthèse, il est quotidien ou journalier. Donc, si Dr. Jade, vous pouvez répondre à ces questions-là. Et la troisième, c'est quelles sont les mesures de protection individuelle prises par les agents de santé communautaire en RDC? Vous nous entendez? Ok, merci pour les questions. Il faut noter que on avait présenté, je pense qu'il y a une dia qui n'a pas été affichée, où on a présenté le résultat effectivement du nombre des contacts qui sont devenus suspects par rapport au nombre total de contacts suivis. Donc, vous allez nous accorder donc l'indulgence, on va redonner cette information, mais c'est disponible. Par rapport aux épis, il faut noter que pour tous les cas de les relais communautaires, ils ont quand même le minimum des épis dans des équipements de protection individuelle pour la communauté. Notamment, ils ont des gels hydroalcooliques, donc on leur dote des gels pour ne fût-ce que procéder à cette désinfection. Deuxième chose, ils ont également, quelquefois, ils ont des masques parce que c'est vrai qu'il n'y a pas cette forte transmission comme dans Covid, mais on suppose que dans cette communauté, ils peuvent se retrouver aussi avec d'autres situations non maîtrisées. Donc, il y a cet aspect aussi qu'ils ont comme élément. Et puis, en dehors de ça, les agents communautaires ont quand même des briefings pour avoir des mesures de prévention où ils sont censés ne pas rentrer en contact avec les contacts, si je peux permettre la tautologie. Et donc, eux, ils ne procèdent même pas, comme je dirais, à une investigation directe où ils ne vont pas comme consulter le cas, mais eux, ils vont passer juste par cet interrogatoire pour collecter les informations. Donc, ils gardent aussi quand même une distance de sécurité pour éviter cette contamination. Ça, c'est vraiment pour les agents communautaires quand ils font ce suivi-là des contacts. Mais aussi, je pourrais rajouter ou renforcer la question, il y a également les personnels de première ligne. Les personnels de première ligne, il faut noter qu'à ce jour, nous avons 20 personnels de première ligne, donc je dirais ici comme les médecins, infirmiers, qui ont été infectés. Et donc, dans l'investigation autour de ces personnels de première ligne, il a été révélé que c'était soit par manque effectivement des PPE ou des EPI pour pouvoir mieux se protéger. Et c'est ainsi que nous avons renforcé la dotation, la disponibilité des EPI dans les établissements de soins, bon, pour ne pas dire dans les fossats. Donc, nous avons renforcé les épis et pour améliorer effectivement cette protection, que ce soit des RECO, mais aussi des PPL. Et donc, nous faisons maintenant des évaluations PCI Scorecard pour nous permettre de voir avant et pendant et après comment est-ce que ils vont évoluer quant à l'infection, soit au niveau communautaire ou dans les établissements de soins. Mais on vous revient avec les chiffres par rapport au contact. Merci. Okay, merci beaucoup, Dr. Jade. Nous sommes tenus par des contraintes de temps. Je prie tous les orateurs de bien vouloir partager leur adresse email pour qu'après le chat, si nous avons des interrogations, si nous souhaitons avoir des éclaircissements, nous puissions leur écrire directement. Après cette période d'échange, nous allons passer, s'il vous plaît, à l'avis des différents experts.
Nous allons commencer avec le docteur Ngono Dorine. Docteur Ngono, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur Nadia, de nous passer la parole et de nous avoir sollicité pour donner notre avis par rapport au suivi des contacts de monkeypox. Je vais également féliciter tous les présentateurs pour leur présentation qui ont permis d'éclairer, à mon sens, l'auditoire. Je ne vais pas dire grand-chose, mais peut-être insister sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est que le suivi des contacts, il est même mieux dit en anglais, contact tracing. Le tracing des contacts commence par l'investigation. Si les investigateurs n'ont pas bien investigué, c'est eux qui ont la charge de lister tous les contacts et de transmettre aux équipes qui vont faire le suivi des contacts. Ça veut dire que l'expert de la RDC a parlé du mapping des cas. Le mapping des cas est à la charge de celui qui descend investiguer, soit quand le cas est suspect, il fait ce qu'on appelle le pré-listage, c'est ce à quoi il faisait allusion l'expert de RDC, parce que généralement, quand on va faire l'investigation approfondie, on ne repasse peut-être pas dans les coins, les endroits, et on n'interroge pas les personnes qu'on avait déjà interrogées quand le cas était suspect. D'où la nécessité de faire le pré-listage. Donc, quand on descend pour investiguer un cas suspect, on a la fiche d'investigation et on a la fiche de listage des contacts et on intitule bien pré-listage des contacts. Lorsque le cas est confirmé, on va peut-être repasser vers cet endroit, réinterroger pour avoir et compléter la liste des contacts. Ça, c'est la première des choses sur laquelle je voulais insister. La deuxième des choses, c'est que les 21 jours qui ont été mentionnés par Dr Bilunga pour la durée de suivi des contacts, ça correspond à la période d'incubation de la maladie. Il faut dire qu'on peut faire le suivi des contacts pour toutes les maladies qui sont contagieuses. Et généralement, on sait que la maladie est contagieuse. J'ai envie de dire, une personne qui a été en contact avec un cas confirmé d'une quelconque maladie contagieuse, ici on parle de monkeypox, est susceptible de tomber malade, donc de développer cette maladie-là pendant la période d'incubation qui correspond à la période pendant laquelle son organisme est en train de s'adapter pour faire la maladie, pour parler aussi simplement que ça. Ici, c'est 21 jours. Ebola, c'était 21 jours. Le choléra, c'est 5 jours et ainsi de suite. Donc, peut-être voilà les 2 points sur lesquels je voulais insister. Quoi d'autre? Généralement, également, il faut classifier les contacts pour bien faire le suivi. L'engagement communautaire, Dr Nadia l'a dit, est important. Et il faut classifier les contacts parce que si on doit faire un vrai suivi des contacts, il vaut mieux s'attacher les services de quelqu'un en qui la communauté a confiance. Pour le cas de Ndiki Nimeki, d'après le rapport que j'ai vu, le malade est passé dans des hôpitaux. Ça veut dire que le personnel de santé qui a pris en charge ce malade est automatiquement contact. On ne cherche même pas à savoir est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il avait les gants. Il est automatiquement contact à haut risque. Ça veut dire qu'il faut identifier quelqu'un dans ces formations sanitaires, si on était encore dans les délais, bien sûr, dans ces formations sanitaires-là, qui va lister toutes les personnes qui ont été en contact, aussi bien le personnel de santé que les autres malades qui sont passés par là pendant la période où le malade était sur place, pour lister ces contacts et effectuer le suivi pendant 21 jours. Dans la famille, il faut identifier généralement la personne qui a de l'ascendance parce que tant que le malade est resté en famille et il était contagieux, il faut quelqu'un dans la famille qui fait le suivi des contacts. S'il était dans la communauté, il a pris le taxi, généralement c'est difficile, surtout en zone, c'est facile en zone rurale, mais en zone urbaine, c'est souvent difficile parce qu'il a pris des taxis qu'on n'arrive pas souvent à identifier. Et pour ce genre de cas-là, pendant Covid, peut-être ce qu'on faisait, on a fait à l'Ouest, on diffuse des messages radio. Et je crois qu'à un moment, on a identifié une agence de voyage pour sensibiliser toutes les personnes qui avaient pris cette agence de voyage-là à X heures qui correspondait à l'heure pendant laquelle le cas qui était confirmé avait voyagé dans cette même agence. Je pense que
peut-être pour répondre un peu aussi à la question du professeur, c'est souvent très difficile d'identifier le cas, non seulement d'identifier le cas index, mais également la source de contamination. Je mets à défi les collègues de RDC qui ont eu, on va dire quoi, 10, 11 épidémies d'Ebola, de dire à chaque fois d'où l'épidémie était partie. On sait dans la littérature que pour le monkeypox, c'est la consommation et le contact avec les animaux sauvages, mais c'est souvent très difficile, donc on va émettre des hypothèses. Et c'est pour cela que pour limiter la propagation de la maladie, le suivi des contacts est important. On identifie tous les contacts et on les suit pour pouvoir couper à temps la chaîne de transmission. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et il faut dire que c'est une procédure, peut-être pour finir, c'est une procédure qui peut s'adapter parce que le suivi des contacts bien fait, il est extrêmement coûteux. Dr Bilunga et les autres collègues qui ont présenté l'ont dit, c'est des agents de santé communautaire qu'il faut rémunérer, il faut des matériels de PC, il faut. Donc, généralement, en fonction de la situation, on adapte. L'idée, c'est seulement qu'on ait listé les contacts et on fasse le suivi. Ça peut être fait à distance ou alors on essaie d'identifier, comme on l'a dit tantôt, des personnes ressources. Tant qu'on a un cas, c'est facile. Tant qu'on a un cas, mais quand on commence à avoir beaucoup de cas, il faut beaucoup de moyens. Et c'est souvent un peu lourd. Donc, on va s'adapter à faire peut-être par un suivi téléphonique ou autre. Et il faut dire que le suivi, quand on dit 21 jours, je pense que je vais m'arrêter après ça, quand on dit 21 jours, c'est 21 jours après la date des derniers contacts avec le malade. C'est-à-dire que si le malade est resté à l'hôpital, il est sorti, on va dire, hier, mais pour une raison ou une autre, il est rentré à la maison, mais il était toujours malade. Et on avait commencé le suivi de sa famille, on va dire, qui était resté à la maison avant. On recommence. Parce que tant qu'il est contagieux, il est susceptible, tous ceux qui ont été en contact sont susceptibles de développer la maladie pendant 21 jours. Donc, quand vous listez le contact, il est confirmé, vous devez commencer le suivi. Rassurez-vous que c'est la date de dernier contact avec le cas qui est confirmé, d'où l'importance d'isoler le malade. Dans notre contexte, bon, pour le moment, il n'y a pas, je ne sais pas si on a déjà identifié les structures pour isoler, mais avec COVID, généralement, on demandait au malade de rester dans sa chambre. Bon. Et on suppose que la personne qui va être en contact, peut-être, c'est l'épouse. Donc, tant que le gars, le malade, là, il est malade, il n'est pas déclaré guéri, et il y a une personne qui est en contact avec lui, la date de suivi de contact de la personne en question va commencer quand la personne sera déclarée guérie. Et donc, on va suivre pendant 21 jours. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et répondre aux éventuelles questions s'il y en a. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Dr. Ngono. Merci beaucoup pour cet avis d'expert sur cette stratégie qui est qui est peut-être faite depuis longtemps, mais qui aujourd'hui semble être une nouveauté, surtout pour ce type de pathologie. Nous allons donc écouter le docteur Makakala Constantin, qui est aujourd'hui dans un pays qui, on peut dire, est l'épicentre du Mpox dans le monde. Docteur Makala, vous avez la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci, docteur. Vraiment, docteur Dorine m'a marché sur la langue. Elle a tout dit. Elle a presque ramassé tout ce que je voulais dire. Vraiment, ici, ce que je peux ajouter pour ne pas faire de redites, c'est sur l'importance de l'activité. Elle est très lourde et elle est très coûteuse. Il faut le faire de façon minutieuse et plus vous avez des cas, plus vous multipliez le nombre de contacts, plus de ressources doivent suivre. Donc, cela n'est pas facile. J'appelle à une mobilisation des ressources. Signifie que de l'autre côté, il faut penser aussi à la mobilisation des ressources.
je voulais aussi ajouter une notion importante d'avoir un bon système de surveillance des alertes. Si vous avez un bon système des alertes précoces, ça va vous faciliter de faire une détection précoce, de notifier, et l'investigation va suivre. Mais si ce système ne marche pas, vous allez vous rendre compte que des cas, au lieu d'en avoir un précocement, deux, vous pouvez bien faire une barrière de la propagation de la maladie. Vous allez vous retrouver qu'il y a déjà 2 ou 3 ou 4 maladies. Et comme le monde est facile, tout le monde voyage chaque jour, les cas et ses contacts a pu voyager peut-être dans un autre pays, dans un autre village, et d'où cette propagation de la maladie. Je prends le cas de RDC. Quand le cas a commencé dans la zone de santé de Kamituka, bon, effectivement, on n'avait pas de ressources et le suivi de contact n'a pas été fait comme tel. Et voilà, aujourd'hui, comme conséquence, nous nous retrouvons pratiquement à 32 districts sanitaires contaminés sur 34. Mais avant, c'était un seul district qui était concerné. Donc, c'est ça que je peux ajouter à ce que Dr Dorine a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Makakala. Merci d'avoir rappelé au fond qu'au-delà de tout, cette stratégie repose sur un système de santé résilient et un système de santé renforcé. Merci, merci, merci de nous avoir rappelé. Nous arrivons donc au thème de notre session. Nous voulons remercier particulièrement l'équipe congolaise d'avoir accepté dans cette situation de crise de partager cette expérience avec nous afin de nous amener et de nous encourager à mettre en œuvre cette stratégie qui est une stratégie capitale pour pouvoir stopper la chaîne de transmission. Nous allons retenir, Dr Makakala, la nécessité de mobiliser des ressources, surtout dans nos pays dans lesquels nous avons des problèmes d'enclavement et où nous devons d'abord compter sur les ressources humaines pour pouvoir mener à bien nos activités. Je remercie également tous les orateurs qui ont donné de leur temps pour préparer et nous présenter les différents contenus cet après-midi. Je vous remercie également d'avoir participé à cette session sur le suivi de contact et je vous annonce également que dans les semaines à venir, nous ferons un webinaire sur la prise en charge du Mpox. Nous pouvons continuer à échanger comme cela a été signalé dans le chat. Nous avons la possibilité également de poser les questions directement aux différents experts et orateurs. Nous vous remercions encore une fois pour votre disponibilité. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup et bye bye. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye.